Nous sommes en l'an 1000, au cœur du royaume de Broérec, notre Morbihan actuel. Entouré de cultures et de pâtures, un plateau boisé surplombe la vallée du Blavet, loin de la route où circulent les marchands, mais où sévissent les brigands. Sur cette colline, des maisons dressent leurs toits de chaume. Nous voici à Melleran, village de l'an 1000. C'est au cœur de ce village que Jacques, le colporteur, arrive ce matin. Il apporte dans sa hotte quelques sacs de sel de Guérande. Cette denrée est précieuse, elle est indispensable pour l'alimentation et pour les salaisons. Jacques apporte aussi des ustensiles en terre cuite, car l'argile est une matière première rare dans cette région. Les villageois de Melleran sont une centaine environ. Ils sont agriculteurs, mais pratiquent toujours la cueillette et piègent encore quelques gibiers dans les bois. Ils élèvent des chèvres et des vaches dont ils boivent le lait. Ils tressent l'osier de leurs paniers et fabriquent leurs vêtements. Ils récoltent choux, raves, fèves, mais aussi des herbes médicinales, armoises, aigre-moine et giroflées. Pour teindre la laine de leurs moutons, ils cueillent le réséda pour le jaune, le pastel pour le bleu et la garance pour le rouge. Coiffées de leurs lourdes toitures en paille, les maisons de l'an 1000 à Melleran sont construites sur plan rectangulaire. Parfois, un des petits côtés est arrondi en abside. Les murs en pierre ont 80 cm de haut. Ils sont faits de 2 parements remplis de pierres de blocage, liées avec un mortier en terre. L'entrée est unique. Elle est fermée par une porte en bois, dont l'un des montants pivote au sol dans une pierre creusée appelée crapaudine. Le haut du montant se loge dans un trou pratiqué dans le linteau en bois. Ce dispositif existe encore dans de vieilles longères morbihanaises. Le sol de la pièce unique est en terre, tassé par le piétinement quotidien. Au centre se trouve le foyer. La fumée assèche la charpente et le toit de chaume. Elle fait fuir les rongeurs. Sur le feu, on cuit des bouillies de céréales, des soupes aux fèves, avec parfois un morceau de lard. Le foyer enfume la pièce, mais chauffe la maison. À la lueur des flammes, on joue aux osselets ou à la mérelle. Des perches tiennent lieu de porte-manteau pour les vêtements, mis ainsi à l'abri des mulots. Les hommes et les animaux, séparés par une cloison en bois, vivent sous le même toit. Détail insolite, dans chaque maison, face à la porte d'entrée, on décèle une autre porte, bouchée par un assemblage de pierres facilement démontables. C'est la porte des morts. Ils ne doivent jamais quitter la maison en empruntant la porte des vivants. La vie s'écoule au rythme des saisons. Les poules, des Gauloises dorées, sont l'une des ressources essentielles du village. Elles donnent des œufs tout au long de l'année. C'est quand elles ont enfin cessé de pondre que l'on mange la volaille à la broche ou en potée. Guère plus d'une par mois. Le fournil est le centre du village.
Aujourd'hui, on cuit le pain. Après avoir chauffé le four quelques heures, on scarifie le pain et on l'enfourne. On ferme le four et on colmate avec de la terre. Une heure plus tard, le pain est cuit. Le feu est source de vie, mais il est parfois un redoutable prédateur. Un jour de grand vent, le feu dévore la maison du haut-fournier. Or, il n'y a pas de source au village. L'eau est au pied de la colline. Le fournil est détruit en quelques heures. Le souvenir des ruines fumantes reste gravé dans les mémoires. Il faut rebâtir le fournil. Les murs sont vite restaurés. Guillaume le charpentier a dressé et assemblé l'ossature principale de la charpente avec 2 fermes en ogive qui reposent sur le sol de la maison. La poutre faîtière et le chevron d'angle sont en place. Les sablières sont posées sur les murs. Guillaume y taille des mortaises à l'herminette, perce des trous à la tarière et les assemble avec des chevilles enduites de suif. Au sol, on assemble les pièces de l'auvent, puis on le met en place. Aujourd'hui, Guillaume pose les chevrons. Jacques n'attendra pas la fin des travaux. Il salue ses amis qui engrangent du foin dans le grenier et il quitte le village de Melleran où il n'a vendu que 3 sacs de sel. Dans quelques mois, il reviendra apportant des denrées rares, mais aussi des nouvelles de la ville. Les saisons ont passé, le seigle a été coupé. Guillaume trie la paille et la lie en gerbe. La pose du chaume peut commencer. Les bottes de paille sont liées sur les liteaux, côte à côte, bien serrés. Puis, quand le liteau est garni, on progresse en recouvrant la première rangée, et ainsi de suite jusqu'au sommet, qui sera recouvert d'un petit talus de terre, où l'on plantera des pieds de joubarbe qui stabiliseront cette faîtière. La vie va se poursuivre au même rythme à Melleran, durant encore quelques décennies. Puis un jour, les habitants descendront s'installer dans la vallée plus active et le village perché sur la colline tombera dans l'oubli. Jusqu'à l'année 1902, où ces ruines enfouies sous la végétation ont été mises au jour. Depuis plusieurs années, l'archéologie expérimentale a permis de reconstruire et de faire revivre le village de Melleran à proximité du site d'origine. Et certains jours, avec un peu de chance, on peut accompagner quelques instants nos ancêtres de l'an 1000.